Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour l'invité politique ce matin, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Florian Philippot. Vous interrogez à mes côtés ce matin Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Et Véronique Jacquet pour Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à Merci tous. d'être avec nous. Florian Philippot sur France 2, hier au soir, attaque de Vincent Peillon sur le fascisme rampant de Marine Le Pen. Ça vous a choqué? Oui, bien sûr, c'est toujours choquant quand on voit aussi bien une famille politique une personne, Marine Le Pen, et donc des millions d'électeurs derrière être insultés par ces gens-là qui n'ont aucune leçon à donner, qui ont effondré notre République, qui ont effondré notre système social. Voilà, bon, enfin écoutez, j'ai vu par contre qu'il nous sortait quelque chose. Monsieur Peillon nous a expliqué hier que la laïcité avait été à l'origine de l'étoile jaune et aujourd'hui de l'amalgame entre islamisme et islam. Oui, c'est ce qu'il nous a expliqué hier. Ouais. Bon, donc bon. N'importe quoi, voilà. Donc il ferait bien de réviser un peu son histoire. Non, mais vous trouvez que ces termes-là ont un sens? Comment vous ces termes-là ont un cette sens. campagne qui démarre, au fond, très durement? Bah écoutez, nous on va répondre sur le fond des idées, voilà. Donc Monsieur Peillon, il sera dans l'insulte s'il le souhaite, il parlera de fascisme si ça l'amuse. Nous on parlera de chômage, on parlera d'islamisme, on parlera de pouvoir d'achat. On parlera de sécurité des Français, on parlera de petite retraite, on parlera de ce qui intéresse les Français et de nos propositions. Florian Philippot, à propos de laïcité, François Fillon était hier soir aux 20h de TF1, il a dit « Je suis gaulliste et de surcroît chrétien ». Ça vous choque qu'il affiche comme ça une conviction religieuse, surtout qu'il entre lui aussi en campagne et qu'il va jouer là-dessus? S'il en joue, je pense que ça n'est pas l'objet. Enfin, il fera ce qu'il souhaite. Mais je pense que chacun peut garder aussi ses convictions personnelles et religieuses pour soi. Maintenant, il a le droit de dire qu'il est gaulliste et qu'il est chrétien. Qu'il est chrétien, je ne lui contesterai pas. Qu'il soit gaulliste, je me permets de le contester. On n'est pas gaulliste quand on transfère la souveraineté nationale de notre pays à des instances non élues supranationales. C'est exactement l'inverse du gaullisme. Le gaullisme, c'est la bataille permanente pour l'indépendance nationale, pour la grandeur. Ça n'est pas la bataille pour donner tous les pouvoirs à des technocrates de Bruxelles, à des gens non élus qui décident de l'avenir de millions de Français. Il y a quelques jours, avant les fêtes, vous aviez dit que le candidat LR, je vous cite, a un problème avec la laïcité. Quand vous entendez François Fillon hier, vous êtes rassuré? Ou on n'a pas très bien compris votre sentiment là-dessus. Moi, je me fonde sur des faits. Je me fonde d'abord sur le bilan de François Fillon, aussi bien comme ministre de l'Éducation nationale, qui est à l'origine de cette circulaire dont on reparle chaque année, parce qu'elle fait polémique chaque année, qui permet, c'était en 2004, qui permet d'adapter, de décaler des épreuves du baccalauréat en fonction des fêtes religieuses. Je trouve que ça n'est pas l'esprit de la laïcité ni de la République. Deuxièmement, il fut le premier chef de gouvernement de la Ve République à aller inaugurer officiellement, comme Premier ministre, une grande mosquée. C'était en 2010, c'était à Argenteuil. Quand on fait cela, on le fait dans un esprit communautariste, on le fait dans un esprit peut-être clientéliste. En tout cas, on ne le fait pas dans un esprit républicain. Attendez, je pense que ça pose un vrai problème. Imaginez, vous êtes un jour Premier ministre, vous refusez d'aller inaugurer des mosquées. Oui, bien sûr. Mais je n'inaugurerai aucun lieu de culte. Mais comme on faisait avant 2010, c'est pas préhistorique. C'était avant que François Fillon ait lancé cette mode qui n'est pas républicaine. C'était à Argenteuil en 2010. Voilà. On comprend bien globalement que François Fillon, on le sent bien derrière vos propos, c'est votre adversaire privilégié. Il vous gêne un peu? Non, moi je le vois vraiment comme un candidat caricatural face à nous, vraiment sur tous les points, à l'opposé de ce que nous sommes. C'est le candidat de Bruxelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très dur sur le plan social et très inefficace, parce que la potion qui a été appliquée en Grèce, ça ne n'a servi à rien. Or, il la reprend point par point. Retraite à 65 ans, privatisation, 500 000 fonctionnaires en moins, hausse de la TVA pour tout le monde, mais suppression de l'ISF. Et puis, ce qu'on connaît sur la sécurité sociale, qu'il a confirmé hier, c'est-à-dire une dévastation de notre régime de sécurité sociale. Et en parallèle, c'est la mollesse en matière migratoire. C'est ça être candidat à l'Union européenne. François Fillon, il refuse les frontières nationales et il veut un Schengen puissance 2. Il est donc un parfait petit soldat de Bruxelles. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux des frontières nationales et je veux une protection. Florian Philippot, il y a une ambiguïté quand même pour vous. C'est un adversaire dangereux, a dit Marion Maréchal Le Pen. Oui, mais peut-être avant d'avoir lu son programme. Vous savez, on sortait des primaires, je crois que personne n'avait vraiment lu l'intégralité du programme de François Fillon. Une fois qu'on a lu son programme, une fois qu'on se souvient de son bilan, ministre 5 fois, puis Premier ministre pendant 5 ans, honnêtement, on se dit, il est caricatural. Il est caricatural. Il a un programme qui serait une catastrophe pour la France.
aussi bien, je le disais, du point de vue de la laïcité que de sa sécurité, parce qu'on n'arrivera pas à s'en sortir avec un pays grand ouvert, qui continue à ne pas avoir de frontières, qui continue à tolérer le fondamentalisme islamiste et une immigration massive chez lui, et en même temps, on ne s'en sortira pas avec une politique d'austérité, une politique brutale du point de vue économique et social. Avant de parler du programme de Marine Le Pen et de son entrée en campagne, vous avez une difficulté, c'est qu'il vous manque 6 millions d'euros. Est-ce que vous demandez une nouvelle loi pour pouvoir faire en sorte que les banques vous donnent de l'argent, les banques françaises? Est-ce que vous estimez que c'est un scandale? Nous prête. Oui. Pas nous donne. Mais prête, bien sûr. Oui, bien sûr, cette loi, nous la réclamons depuis longtemps. Une loi qui désignerait un établissement bancaire français ou plusieurs qui serait en charge de financer l'intégralité des candidats à l'élection présidentielle. Voilà, je pense que ça réglerait tous les problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a pour vous derrière le fait qu'on vous refuse un prêt, que les banques françaises vous refusent un prêt? Est-ce que d'où vient cette agressivité? Est-ce que c'est parce que les banques ont peur de perdre des clients si elles disent je prête au Front National? Elles ne prennent aucun risque parce qu'on fera plus de 5%, nous aurons nos parrainages, donc il n'y a pas de risque financier. Donc c'est forcément une espèce de choix politique, un espèce de choix politique, de discrimination politique, c'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il faut cette loi. Ça n'est pas acceptable que ce soit les banques qui décident qui peut être candidat dans les meilleures conditions ou pas candidat. Mais qu'est-ce qu'il y aurait candidat dans des conditions plus difficiles. Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette loi? Une loi qui chargerait peut-être la Banque de France de désigner des établissements bancaires français qui prêteraient aux candidats. Ça réglerait le problème une bonne fois pour toutes. Mais aujourd'hui, ça n'est pas normal que les clés de l'élection soient dans les mains de la finance, des grandes banques. Alors c'est vrai qu'on n'est pas les amis de la grande finance. C'est vrai ça. Mais est-ce qu'on doit le payer politiquement? Non. Bon, sinon, on n'est plus vraiment en démocratie. Est-ce qu'on peut parler un peu du programme, de votre programme, de votre candidate, notamment sur les réformes institutionnelles? On a remarqué que vous, au fond, vous gardez la constitution gaulliste. On en parlait il y a un instant, parce que finalement, vous réduisez un peu les parlementaires, mais vous gardez l'Assemblée et le Sénat tels que. Oui. Vous gardez le 49.3, alors que Manuel Valls lui veut le supprimer. Finalement, elle vous va pas mal, cette Constitution? Oui, elle nous va pas mal, cette Constitution. Elle est plutôt efficace, elle a fait ses preuves. Ce qui ne nous va pas, ce sont les dérives qui ont eu lieu. Nous proposons effectivement, sur le Parlement, de faire un certain nombre d'économies, mais pas simplement, de rendre les choses plus efficaces et plus démocratiques. Donc nous proposons 300 députés et 200 sénateurs, contre 577 et 348. C'est pas qu'une question d'économie. Derrière, il n'y a pas l'introduction de la proportionnelle pour vous, quand même? Si, et c'est ce que je disais, plus efficace et plus démocratique. En parallèle de cette réduction du nombre de parlementaires, à peu près de la moitié, nous proposons la mise en place de la proportionnelle intégrale pour les législatives avec une prime majoritaire de 30%. Donc si vous faites plus de 5% des voix, vous êtes représenté à l'Assemblée nationale, ce qui est un vrai manque aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ce serait réglé par cette réforme-là. Et en parallèle, au-delà de cette proportionnelle, nous redonnerons sa souveraineté au pays, et donc le Parlement cessera d'être la caisse enregistreuse des directives de Bruxelles. Pourquoi vous supprimez aussi les régions, par exemple? On avait cru comprendre que l'identité, c'était vraiment une valeur importante pour le Front National. Je dirais être corse, alsacien, je ne parle pas du découpage administratif. Oui, mais moi je parle du découpage administratif. Il est évident qu'on ne supprimera pas les régions culturelles. Demain, l'Alsace existera peut-être même mieux qu'avec l'espèce de grande région Grand Est qui n'a pas de sens, ainsi que vous disiez la Corse, puis toutes nos belles régions de France. Qu'est-ce que vont devenir tous vos conseillers régionaux? Et le patrimoine, et les festivals, et bon, tout cela sera encouragé. Nos conseillers régionaux, vous voyez, on en a pourtant beaucoup, mais c'est pas grave. Ils vont être au chômage. On passe. Non, mais il y a un mandat, puis à la fin d'un mandat, nous mettrons fin à tout cela. Ce que nous proposons, c'est une réorganisation sur 3 niveaux. Aujourd'hui, il y a 6 niveaux: communes, intercommunalité, département, région, État, Union européenne. C'est ingérable, c'est incompréhensible, c'est très cher, c'est très coûteux. Donc il y aura moins d'élus rémunérés, beaucoup moins, c'est vrai, parce qu'on se limitera à communes, département, État. Donc il y aura. Qu'est-ce que vous faites des conseillers territoriaux? Oui, qu'est-ce que vous en faites? Typiquement, ce sont les il y a plusieurs niveaux, si vous voulez. Il faut garder le niveau communal avec les maires, avec les conseils municipaux qui sont souvent bénévoles. Ça, ce sera gardé. On pourra même revaloriser le maire. Il y aura le niveau départemental, donc avec les conseillers départementaux qui seront conservés. Et puis il y aura le niveau national. Mais nous n'avons pas besoin de toute cet amalgame inextricable parfois d'intercommunalité. Vous assumez la disparition de certains élus et même de certains fonctionnaires. D'élus rémunérés. Les fonctionnaires, à un instant T, ça ne changera rien parce qu'ils seront réaffectés à la nouvelle collectivité qui reprendra leurs compétences. Mais je crois que ça permettra de faire baisser les impôts locaux. C'est pas que je le crois, j'en suis certain, immédiatement. Ça permettra d'être plus compréhensible,
plus démocratique, ça permettra de sauver ces échelons de proximité que sont la commune et le département, et ça permettra, je crois, aux citoyens d'y voir plus clair. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les lycées s'occupent des régions, les départements s'occupent des collèges? Tout ça, ça n'est pas clair. Les départements s'occuperont des collèges et des lycées. Les régions ne s'occuperont plus du stratégique parce qu'elles n'existeront plus. Le stratégique sera repris par l'État. Ça permettra une vraie politique d'aménagement du territoire. Justement, pour être un peu clair, est-ce que vous pouvez nous confirmer que votre frère Damien Philippot sera bien candidat dans les législatives dans le Var? Je vous confirme rien du tout. D'ailleurs, plusieurs circonscriptions n'ont pas encore été investies. Je crois que cette circonscription en fait partie, donc j'ai vu cela. Donc il ne sera pas candidat. Dans la presse d'extrême droite, je crois. Donc c'est une rumeur infondée? Le parachutage de votre frère dans la circonscription de Fréjus dans le Var? C'est une rumeur infondée et c'est une information, entre guillemets, qui vient d'ailleurs d'un journal d'extrême droite. Je m'étonne que la presse française se jette sur ce genre de titre, pourtant régulièrement condamné et à la réputation peu flatteuse. On change de sujet. Vous avez mentionné l'Europe tout à l'heure. On a un peu l'impression que sur la partie européenne de votre programme, il y a un peu une évolution par rapport à l'euro. Vous parlez plus d'ailleurs de la suppression pure et simple de l'euro. Vous parlez plutôt de la coexistence de deux monnaies. C'est un peu ça que vous voulez faire? Est-ce que vous pouvez clarifier un peu les choses? Ah oui, non, la France doit retrouver sa souveraineté monétaire, je vous le dis très clairement. Donc on supprime l'euro ou pas? Bien sûr, et ça ne changera jamais. Nous avons besoin d'une monnaie, on le voit plus que jamais. Je crois que c'est M. Stiglitz qui a publié le prix Nobel d'économie, qui a publié une tribune il y a 2 jours en disant 2017 sera peut-être l'année de la fin de l'euro, tellement ça devient catastrophique, tellement ça nous plombe, et tellement ça nous plombe économiquement, politiquement, et ça nous oblige à des politiques complètement contre-productives. Donc il faut qu'on ait cet instrument monétaire pour relancer l'industrie, la croissance, l'innovation dans notre pays. On le fera soit parce que l'Union européenne acceptera de se modifier intégralement et nous rendra notamment la souveraineté monétaire, mais pas que, également la souveraineté territoriale, l'euro, et la souveraineté économique. Bon. Et donc il n'y aura plus l'euro. Soit nous le ferons parce que nous quitterons tout simplement l'Union européenne par référendum. L'euro sera remplacé par quoi? Par une monnaie nationale. Donc on revient au franc. Ce ne sera pas le retour à l'ancien franc, donc il n'y aura pas de conversion à faire, ce sera un nouveau franc, et on partira d'une parité, un franc égale 1 euro, donc il n'y aura aucune conversion à faire, mais ça nous redonnera de l'oxygène. On aura enfin une économie compétitive du point de vue monétaire, on arrêtera de subir ce boulet, et on arrêtera d'être sous pression politique d'une banque centrale à Francfort qui décide pour nous et qui peut faire du chantage sur nous. Ça, c'est un vrai sujet également. Florian Philippot, oui, les chantiers de l'Atlantique en passe de battre pavillon italien. Ça ne dérange pas le gouvernement. Est-ce que si vous étiez au pouvoir, ça vous dérangerait? Oui, ça nous dérange beaucoup. Et pourquoi? D'abord parce que non seulement c'est italien, effectivement, il faudrait une solution française. Et nous avons demandé à ce que l'État, via la Caisse des dépôts et consignations, reprenne 51% des chantiers navals. C'est beaucoup trop stratégique, c'est beaucoup trop important en termes d'emploi. C'est vraiment extrêmement stratégique pour le coup. Une intrusion italienne, ça vous dérange dans le capital d'une société comme ça? Alors, oui, je préfère le patriotisme économique. Oui, mais je suis député européen pour défendre. Je suis d'ailleurs député français au Parlement européen. Hein. Moi, c'est comme ça que je me considère, et je suis là pour défendre les intérêts de la France contre l'Union européenne. Et surtout, en plus, ce repreneur-là, Fincantieri, qui inquiète les syndicats, je l'ai vu, je les comprends, parce qu'il a un projet extrêmement flou et parce qu'il est réputé utiliser, rendez-vous compte, 65% de main-d'œuvre détachée. À 65%, c'est-à-dire 2 travailleurs sur 3 pour ce groupe sont des travailleurs détachés, des gens qu'on va chercher en Europe de l'Est et qui font une concurrence terrible à nos travailleurs français. C'est pas acceptable. Ça n'est pas une bonne solution. Et je trouve étonnant que le gouvernement s'en réjouisse. Florian Philippot, en transition aux USA cette nuit, la décision de Ford de ne pas ouvrir d'usine au Mexique, mais aux États-Unis uniquement, sur pression de Donald Trump. Ça vous plaît, ça? Ça fonctionne. Voilà, le protectionnisme, ça fonctionne. Ford devait ouvrir une nouvelle usine au Mexique. Finalement, il y renonce et ouvrira une unité de production au Michigan. Voilà. Pourquoi? Parce que Trump a agi, a fait œuvre de volontarisme politique. Donc et a menacé d'une taxe. C'est le bon exemple. Oui, il a menacé d'une taxe de 35% en cas de réimportation vers les États-Unis. Eh bien, ça fonctionne. Ford s'est couché. Voilà. Un petit peu de volontarisme politique, ça nous ferait du bien aussi en France. Ça ne fonctionne pas forcément en France. Il y a des régulations différentes. On expliquait aux États-Unis et aux Américains que ça ne fonctionnerait pas non plus là-bas. Moi, je crois. On va voir si ça fonctionne. Je crois surtout, en tout cas, Ford a. Il arrive le 20 janvier, le nouveau président. Certes, mais Ford l'a annoncé. Bon. Donc apparemment, ça fonctionne. Mais moi, je vois surtout des gens qui essaient de sauver une idéologie. Voilà.
au mépris de l'emploi, de l'innovation. Et cette idéologie, c'est celle du libre-échange total, en nous expliquant qu'on ne peut jamais faire autrement. Non, je suis désolé, il y a beaucoup de pays qui font autrement, y compris d'ailleurs des pays plus petits que la France, et qui s'en sortent. Alors la France, elle s'en sortira, elle aussi, elle n'est pas plus bête que les autres. Il suffit juste de retrouver un petit peu de confiance en nous et un petit peu de courage. Vous saluez l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Je préfère Trump à Hillary Clinton. Au moins, je pense qu'on va aller vers l'apaisement en matière internationale et non pas vers la guerre entre les États-Unis et la Russie, ce qui aurait été dangereux pour tout le monde. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info.